Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cet événement online qu'on réalise depuis IMT Minalbi. Donc, c'est une première pour nous. On aurait préféré, évidemment, avoir la possibilité de vous inviter, de vous présenter les résultats de notre activité de recherche en direct. Mais bon, voilà, évidemment, le contexte fait que on s'est rabattu sur cette solution. Et puis, voilà, ça fait l'occasion de vous présenter quelque chose d'un peu nouveau. Donc d'abord, ce qu'on va vous présenter, ce sont les résultats du laboratoire commun exercice, qui est une collaboration entre IMT Minalbi, Immersive Factory et puis Report One, avec le soutien de Georgia Tech et puis également l'aide de l'Université Champollion par l'intermédiaire de David, qui doit être connecté. En gros, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est les résultats de un peu plus d'une année de travail, mais ça résulte de la collision, en gros, enfin de la collision, en tout cas de la fusion de deux idées. La première idée, c'est que en gestion de crise, souvent on a le moment où il y a besoin de prendre des décisions, de gérer l'afflux de données, de travailler sur toute cette masse de données et sur la façon de l'interpréter et de l'exploiter. C'est souvent une activité qui nécessite l'aide de la machine et l'aide de l'intelligence artificielle. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'exercices qui avaient lieu sur site, dans les entreprises, dans les sites industriels, sur les sites ouverts au public, et qui donnaient pas toujours satisfaction. Et puis, donc, à l'arrivée de la réalité virtuelle, on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant d'ouvrir le monde de l'entraînement, de la préparation à la gestion de crise, de toute cette phase de préparation à la réalité virtuelle. Donc, on a un peu eu ces deux idées-là qui se sont télescopées, donc entre la réalité virtuelle pour l'entraînement à la gestion de crise d'une part, et puis l'intelligence artificielle pour l'aide à la gestion de crise d'autre part. Donc voilà, ça c'est l'origine de ces travaux. Et puis le dernier point que je voudrais aborder, c'est ce que vous allez voir. Ce que vous allez voir, donc c'est une démonstration qu'on va vous présenter qui relève donc d'une simulation d'incendie dans les locaux de l'école des mines d'Albi, donc en plus particulièrement dans les locaux donc, du centre génie industriel d'IMT Minalbi. De ces acteurs en leur apportant ces services d'intelligence artificielle pour aider au pilotage de la gestion de crise. Le dernier point, c'est que cette vidéo, cette démo, initialement, on avait prévu de la présenter vraiment en direct, là, à partir de maintenant. En réalité, on a des problèmes de Wi-Fi. Je ne sais même pas si là, vous me captez correctement, mais on a le Wi-Fi qui saute un peu si on bouge trop. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a capté un peu plus tôt, d'une seule traite. Donc, c'est un plan séquence que vous allez pouvoir voir exactement de la démonstration comme si c'était dans les conditions du direct. Donc, on va vous présenter maintenant cette vidéo qui dure une vingtaine de minutes. Donc, voilà, j'insiste vraiment sur le fait que c'est vraiment en un seul jet, exactement la démo, et puis c'était juste un tout petit peu plus tôt, ça représente exactement la démonstration dans les conditions du direct. Donc, on va vous présenter ça, et ensuite, on reviendra sur le direct pour répondre aux questions, interagir avec vous sur tous les éléments que vous pourriez vouloir voir, discuter, comprendre, commenter, etc. Donc, je vais lancer la vidéo, et puis on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes. Merci encore d'être là, ça nous fait, la vérité, ça fait bien plaisir. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette démonstration en ligne des résultats du laboratoire commun exercice, qui est un laboratoire entre
IMT Minalbi, le centre de génie industriel d'IMT Minalbi, la société Immersive Factory et la société Report One. C'est un laboratoire commun qui est cofinancé par la région Occitanie sur un fonds FEDER. C'est aussi un laboratoire commun qui s'inscrit dans le cadre du laboratoire international associé Sirène entre IMT Minalbi et Georgia Tech aux États-Unis. C'est un laboratoire commun, un laboratoire international associé que je co-dirige avec le professeur Benoît Montreuil de Georgia Tech. Donc, ce laboratoire commun d'exercice a un peu plus d'1 an aujourd'hui. Et donc, on va vous présenter les résultats qu'on a obtenus sur cette grosse année de travail. Et pour commencer, je vais donc vous faire visiter le rez-de-chaussée du centre de génie industriel, puisque c'est dans une réplique virtuelle de ce centre de recherche que vont avoir lieu tous les événements que vous allez voir. Donc, on est ici dans le hall d'accueil, avec en face de moi le secrétariat, donc le bureau des assistantes qui trône au milieu. On a ici la zone de détente avec le tableau et puis les tables. Et puis ce rez-de-chaussée s'organise autour de 2 couloirs. Le premier couloir avec une série de bureaux et puis au fond à gauche, là, une porte métallique qui est dédiée à l'évacuation. Et puis, on a également un deuxième couloir, donc le couloir de gauche, donc le couloir ouest, qui est exactement symétrique avec un certain nombre de bureaux et une porte métallique également dédiée à l'évacuation. Donc voilà, donc c'est dans tous ces lieux, donc dans la réplique virtuelle de ces lieux que vous allez voir. Alors il y a les extincteurs, etc. Donc on va monter maintenant au premier étage du centre de génie industriel où se trouvent les plateformes pour qu'on puisse voir la démonstration à proprement parler. Donc suivez-moi. Donc on arrive là au premier étage du centre de génie industriel, là où se trouvent donc les plateformes. Il y a donc 2 plateformes au centre de génie industriel. La première, c'est la plateforme Yomega VR, qui est donc dédiée. C'est la plateforme Yomega qui elle est dédiée à la visualisation et à l'aide à la décision. Donc je vais maintenant vous présenter les différents postes de la démonstration. Alors le premier poste, c'est ici Thibaut et Marlène. Donc on a Marlène ici qui est assistante au centre de génie industriel et qui, elle, va jouer son propre rôle. Elle va jouer le rôle du serre-fil qui accompagne l'évacuation. Et on voit que Marlène, donc elle est à ce moment dans le hall. On voit qu'elle est devant le tableau, la zone de détente. En face d'elle se trouve le bureau des assistantes que je vous ai présenté en bas. Et puis donc à droite, le couloir est avec l'enfilade de bureaux et puis la porte métallique d'évacuation au fond. Et puis de l'autre côté, le couloir ouest avec également les bureaux et puis cette porte également d'évacuation. On voit que Marlène est en train d'arriver près de Thibaut. Donc Thibaut qui lui est doctorant en première année au centre de génie industriel, qui là va jouer le rôle d'un personnel du service technique. On voit que Thibaut voit Marlène dans le couloir. Et donc Thibaut, lui, va jouer le rôle d'un personnel du service technique en charge de maintenance et de la réparation. Donc il a devant lui un établi avec des outils. Passons maintenant au deuxième poste. Donc là, on va rejoindre Alexis. Alexis qui, lui, est ingénieur de recherche donc dédié au projet, au laboratoire commun exercice. C'est lui qui a développé l'ensemble des éléments que vous allez voir aujourd'hui. Donc Alexis va jouer il est sur le poste du maître du jeu. Il va jouer le rôle du maître du jeu. Donc je te laisse nous expliquer ce que c'est. Alors, le maître du jeu a comme but de dynamiser un peu la simulation et en gros c'est un peu le scénariste de la partie. Il a une vue de haut, ce qui est très pratique, comme ça il peut voir l'ensemble des agents et des joueurs et va pouvoir déclencher différents événements. Donc là on peut voir par exemple le hall, le bureau du secrétariat, le couloir est et le couloir ouest. Très bien, merci. Donc on va maintenant passer au troisième poste. Là, qui est le poste où on va retrouver Sébastien. Donc Sébastien est également ingénieur de recherche au centre de génie industriel. Donc là, Sébastien, lui, est en train de s'occuper de la captation vidéo et du montage de ce que vous voyez. Ensuite, on a on va passer dans Yomega VR, où l'on va trouver les 3 étudiants qui jouent le rôle des pompiers. Donc on va commencer avec Romain. Donc Romain qui est stagiaire au centre de génie industriel et qui donc va jouer le rôle d'un pompier. On voit que là, pour l'instant, il est à l'extérieur
et qu'il regarde le camion pompier, on voit qu'il voit les extincteurs placés à l'arrière. On a ensuite Sina qui est post-doctorant, lui, au centre de génie industriel, et donc même chose, il va jouer le rôle d'un pompier, il est également à l'extérieur du camion. Pour l'instant, les pompiers n'ont pas été sollicités. Et puis enfin, on a Manon qui est doctorante au centre de génie industriel, qui elle va jouer le rôle du chef d'agrès, donc la responsable des pompiers. Alors, il faut préciser que dans une situation d'incendie, on n'aurait pas ce genre de l'intervention d'un VSAV, on aurait plutôt des camions dédiés à l'incendie. Mais il se trouve que là, pour le bien du scénario, on va travailler avec un VSAV en supposant qu'il était proche et que ce sera le premier sur les lieux. Donc on voit ici, par ailleurs, qu'on a la réplique de l'écran d'Alexis, donc du maître du jeu. On peut voir les différents acteurs. On voit ici Thibaut qui est en train de se déplacer autour de son établi. On voit Marlène là, qui est en train de se déplacer également. Voilà. Donc on va retourner voir, on va aller voir le cinquième et dernier poste, qui est le poste de la cellule de crise. Donc on rentre ici dans la cellule de crise, où on retrouve Aurélie et Audrey, qui sont en train de travailler donc sur le logiciel RioSuite. Donc Audrey est maître assistante au centre de génie industriel, et Aurélie est doctorante en deuxième année. Et donc elle travaille sur le logiciel RioSuite qu'on voit ici sur cet écran, donc qui présente une interface tout d'abord cartographique, sous forme de système d'information géographique. On voit qu'on a le plan de IMT Minalbi, du bâtiment IMT Minalbi vu de dessus. Et si on zoome, on voit qu'on a ici le centre de génie industriel, enfin le rez-de-chaussée du centre de génie industriel, représenté avec les 2 couloirs, ainsi que 4 capteurs, donc qui pour l'instant sont inactifs. Et donc ces 4 capteurs sont représentés par ces ronds verts, sont des capteurs de fumée, donc qui détecteront l'incendie. Et donc ces capteurs sont les points d'entrée de données que RioSuite pourra utiliser pour mettre en œuvre ces algorithmes d'intelligence artificielle et pour proposer un accompagnement à la gestion de crise. Donc on va maintenant démarrer le scénario. Donc on va aller voir Alexis qui va positionner le premier feu. Donc, alors Alexis va positionner le premier feu, on t'écoute. Voilà, donc, dans l'idée, on peut remplacer un peu n'importe où, on peut choisir la taille, la complexité du feu. Et là, pour la simulation, on va juste en déclarer un tout petit pour commencer, qui sera du coup placé ici. On peut voir s'agrandir. Donc on voit qu'ici, on a ce feu-là qui est en train de se déclarer et de grandir. Donc la procédure IMT Minalbi, dans ce contexte-là, elle veut que le capteur va informer l'accueil de ce déclenchement de feu, et on ne va pas déclarer l'alarme tout de suite, on va plutôt envoyer, l'accueil va contacter un personnel du service technique et l'envoyer sur site pour qu'il puisse confirmer le départ de feu et qu'on puisse voir si on déclenche l'alarme. Donc là, en l'occurrence, la personne la plus proche du service technique, c'est Thibaut, c'est donc lui qui va être notifié. Oui, Thibaut, est-ce que tu peux aller vérifier? On a peut-être un feu au fond du couloir opposé, dernière porte à droite. Oui, ok, l'accueil, bien reçu, je l'ai en tout de suite. Donc là, on voit que Thibaut se déplace pour se rendre, donc couloir opposé, dernière porte à droite. Donc là, en l'occurrence, il croise Marlène, qui est juste là à droite. Et il va tout au fond, dernière porte à droite. Allô, l'accueil, je confirme un départ d'incendie en 0104. Il semble maîtrisable, je vous rappelle dès que je l'ai éteint. Donc là, ça va. Très bien, je déclenche l'alarme. Là, voilà, ça va donc déclencher l'alarme et on va voir via Marlène que le déclenchement de l'alarme va déclencher l'évacuation. Ou alors on entend l'alarme et donc les différentes personnes évacuées. Donc Marlène va maintenant être dans son rôle, c'est-à-dire qu'elle va accompagner l'évacuation, c'est-à-dire contrôler l'évacuation et voir s'il ne reste plus personne dans les bureaux. Donc elle va ouvrir les portes une par une pour voir si les gens évacuent bien et s'il ne reste plus personne dans les bureaux. Donc on va la suivre un peu. Donc pendant qu'elle commence ça, on va retourner voir Thibaut, qui lui s'est équipé d'un extincteur et qui donc voilà commence à éteindre le feu.
Allô l'accueil, je vous confirme que j'ai été un incendie en 004. Voilà, pendant ce temps, Marlène ouvre les portes. Elle arrive. Là, on voit que dans cette porte, dans ce bureau, il reste Robin. Robin qui est doctorant en 3e année, qui est en pleine rédaction de thèse, qui n'a pas entendu l'alarme. Donc Marlène, parce qu'il avait un casque sur les oreilles, donc Marlène le sollicite et il l'évacue également. Voilà, on continue de... Voilà, là on voit Marlène au travers des yeux de Thibaut. Donc Marlène poursuit son investigation et son contrôle des pièces, la salle de réunion. Et on voit que au fond, là, il y a un deuxième feu qui s'est déclenché. Probablement que Thibaut a laissé dans sa précipitation un outil, une disqueuse ou un chalumeau, quelque chose de chaud, qui a donc déclenché un feu. Et donc là, on voit qu'on a même une personne qui est au fond, qui ne peut pas sortir à cause du départ de feu. Là, on la voit derrière. Et puis, on a ce bureau que Marlène ne parvient pas à ouvrir. Donc, voilà, on a cette situation-là. Donc, on va tout de suite retourner voir Alexis, qui cruellement positionne des feux un peu partout. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut voir d'ailleurs dans différents endroits que la vue du maître du jeu est répliquée, ici, également là-bas, derrière Thibaut et Marlène. Donc maintenant, on va aller voir dans la cellule de crise pour voir un peu comment est-ce que tout ça est pris en charge. Donc là, on retourne en cellule de crise. Donc, là, on voit donc qu'on a donc toujours Audrey Aurélie qui travaille sur Rio Suite, et on voit que sur les 4 capteurs, il y en a 2 qui ont un symbole, un symbole point d'exclamation qui est apparu, parce qu'ils ont détecté donc le départ de feu. Hein. Donc du coup, on va voir comment ça a mis en œuvre une étape de modélisation. Donc on voit ici qu'on a 3 points d'exclamation, 2 qui sont des détections de feu, et donc qui donne lieu à une petite cible, c'est-à-dire un objectif, donc il faut traiter le feu. Et puis il y en a un 3e qui est un risque de mauvaise information. Et ça, c'est associé à la base de connaissances qui, lorsqu'on a eu une situation de feu, a dit attention, il faut vraiment se renseigner. Donc on va voir comment ça s'implémente ensuite sur le terrain, mais on a cet élément-là qui donne lieu à une 3e cible, donc un 3e objectif, qui est de s'informer. Donc on a cette situation-là, donc on va voir comment est-ce que Rio met en œuvre de l'intelligence artificielle pour proposer, donc là on peut prioriser nos problèmes, et pour proposer un traitement à la situation, donc proposer une gestion de la crise. Donc là on voit que voilà, Rio a déduit automatiquement un processus qui est composé de 3 branches, donc qui est un plan de réponse à la situation de crise rencontrée. Donc les 2 premières branches concernent les 2 feux à éteindre, et la 3e concerne la collecte d'informations et l'émission de rapports. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce processus va être lancé pour que les pompiers puissent être pilotés dans leurs activités de gestion de crise. Donc on va tout de suite basculer chez les pompiers, donc qui, cette fois, eux, sont arrivés sur site. Donc on voit qu'ils sont aux abords, on voit au travers de l'écran de Manon, là, qui sont aux abords de l'école des mines. On voit Sina qui est au milieu des gens qui ont évacué. Donc on va attendre que Manon informe qu'ils sont sur site pour que le processus soit déployé. Cellule de crise, on est sur site. Donc là, on voit sur les bras, donc sur les tablettes des acteurs, qu'ils ont reçu leur tâche. Donc on voit que Sina a reçu éteindre le feu dans le couloir sud-est. On voit que Romain a reçu également sa tâche d'éteindre le feu dans le couloir sud-ouest. Et on va voir que Manon a également reçu sa tâche de collecte d'informations. Donc on voit que Sina vient de s'équiper et Romain fait de même d'un extincteur pour rentrer dans les lieux. Donc là, on va suivre Manon dans sa tâche de recueil d'informations. Elle commence par chercher le serre-fil. Je cherche le serre-fil, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Serfil. Bonjour. Est-ce que tout le monde a pu être évacué? Manque une personne. Son bureau, la porte de son bureau est bloquée et quand on rentre, le couloir de gauche. D'accord. Est-ce que vous stockez des produits inflammables? Il y a une livraison de gaz, du coup là il faut faire un entrant sur les bureaux de droite. D'accord, merci. Cellule de crise?
On me signale une personne bloquée dans un bureau côté gauche, porte de gauche en rentrant, ainsi qu'une bonbonne de gaz plutôt à droite en rentrant. Donc on va retourner voir la cellule de crise qui est donc en train de faire la mise à jour avec les informations qui ont été collectées, en plus de l'information des capteurs. Donc là, on voit que Rio Suite, c'est un outil qui peut exploiter des capteurs des données issues du capteur, mais également des données qu'on peut saisir manuellement. Donc là, on voit que Audrey est en train de faire la saisie manuelle, en même temps qu'elle est en train de localiser les éléments sur le site. Donc là, sur la carte, on voit qu'il y a 2 petits éléments qui ont été rajoutés, qui correspondent donc à cette bonbonne de gaz et à cette personne manquante. Donc on va voir maintenant que au niveau du modèle, donc on voit qu'on a une divergence, c'est-à-dire que le modèle tout d'un coup n'est plus en ligne avec le processus qu'on a déployé, c'est-à-dire qu'on est en train de jouer une réponse qui ne correspond plus à la situation, ce qui est vrai, puisque la réponse qu'on a déployée, c'était uniquement une réponse qui correspondait aux 2 feux détectés. Mais là, on a des éléments en plus, donc le système nous le signale et nous propose d'obtenir un autre processus de réponse, une autre réponse à la situation rencontrée. Donc ça va être réalisé par le même mécanisme que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va voir, on a le modèle de la situation, on va voir qu'il va être, il est plus complet que tout à l'heure, vous voyez, on a plus d'éléments, puisqu'on retrouve la personne coincée, ainsi que le gaz, la bonbonne de gaz. Donc ça va nous permettre on redéduit un processus, à nouveau on peut prioriser les tâches, et donc ça va reconstruire un schéma de réponse qui est cette fois qui est différent du précédent, donc vous voyez, avec différentes tâches. Donc on va tout de suite retourner voir chez les pompiers qui vont être informés du déploiement de ce nouveau processus. Est-ce que vous pouvez montrer vos poignets? Voilà, donc on voit qu'ils n'ont plus de tâches et ils viennent de recevoir les nouvelles tâches. Donc pour Sina, il s'agit d'aller chercher la victime qui est coincée derrière sa porte. Pour Romain, on voit que c'est la partie sécurisation, donc recherche de la bonbonne de gaz. Et Manon, elle, reste sur la collecte d'informations, si jamais il y avait des informations nouvelles. Donc on va suivre d'abord Romain qui va chercher la bonbonne de gaz là où elle lui a été indiquée. Voilà, on voit qu'il l'a trouvée. Donc il va pouvoir s'en saisir. On reviendra vers lui dès qu'il l'aura amené à l'extérieur et qu'il validera sa tâche. On voit que Sina est en train de trouver une solution pour cette porte qui est coincée. Donc lui, il utilise, voilà, il s'est équipé d'un outil et il va casser la porte. Voilà, la porte qui finit par s'ouvrir et il libère la personne qui était coincée. Donc, il va pouvoir valider sa tâche. Voilà, sa tâche est validée. Du coup, on va voir qu'il reçoit une nouvelle tâche, probablement. Tant qu'il reçoit sa tâche, on va regarder Romain qui vient de valider sa tâche. Voilà. OK, et qui reçoit donc sa nouvelle tâche, d'éteindre le feu, toujours, puisqu'il avait abandonné cette tâche pour les... Et Sina, entre-temps, a reçu sa nouvelle tâche, qui était aussi d'éteindre l'autre feu, puisqu'il l'avait abandonné. Donc on va aller voir un peu à la cellule de crise où on est l'avancement du processus, pour voir que cette mise à jour, que ces tâches réalisées ont bien été mises à jour. Donc on voit ici qu'on a les 2 tâches qui sont passées donc de couleur verte, puisqu'elles ont été réalisées. Et donc ça sont les 2 tâches qu'ils ont dû recevoir. Vous voyez que Sina ne pouvait pas recevoir sa tâche tant que les 2 n'avaient pas été réalisées. Donc ils ont reçu tous les 2 leurs tâches correspondant au feu à réaliser, enfin à éteindre. Et donc, sur cette base-là, on va retourner voir la fin de la démonstration. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de fumée. Vous voyez, on voit Romain là, il y a quand même beaucoup de fumée autour de lui. Donc là, comme c'était des personnes d'un VSAV, ils ne sont pas équipés pour ça. Donc du coup, on va leur demander de quitter les lieux et d'abandonner la situation pour ne pas être complètement asphyxiés. On va retourner voir Manon, qui à l'extérieur devrait voir normalement arriver les renforts. Donc voilà, donc là vous avez vu l'ensemble de la démonstration. On voit que ça se termine avec, vous voyez, on voit sur la vue du maître du jeu qu'on a le camion de pompiers, cette fois spécifique pour l'incendie, qui est arrivé. Donc voilà, c'est ce qui nous
nous permettre de terminer cette démonstration. Donc, merci beaucoup de l'avoir suivi. Et on va donc maintenant répondre aux questions si vous en avez. Et puis, on vous tiendra au courant de la suite du laboratoire commun exercice et des résultats qui vont arriver en 2021. Excellente journée à tous. Merci encore d'être venus assister à cette présentation. Donc, je reprends la main. J'espère que tout le monde me voit et m'entend. Donc, là, je vais vous donner un peu quelques éléments complémentaires, en particulier des éléments de conclusion par rapport à ce qui a été fait et surtout ce qu'on essaye de faire ensuite. Alors, les perspectives. Il y a 4 perspectives aujourd'hui. La première perspective, c'est de travailler sur la partie compte-rendu et rapport d'activité, de la façon dont la crise s'est déroulée, dont la façon dont les acteurs sont intervenus, les temps d'action, etc. Et c'est pour ça que la collaboration avec Report One est importante, parce que c'est un acteur de la business intelligence avec lequel on va travailler là-dessus. La deuxième perspective, c'est vraiment alors c'est quelque chose qui est déjà quasiment actif aujourd'hui, mais c'est dans la mesure où on travaille avec Georgia Tech, avec l'équipe de Benoît Montreuil aujourd'hui, c'est de pouvoir réaliser ce type de démonstration, ce type d'exercice avec une montée en charge, évidemment, plus d'acteurs, mais également des acteurs en France et des acteurs à Atlanta. Et aujourd'hui, on a déjà réalisé quelques petites expérimentations comme ça et ça marche plutôt bien. Donc, c'est aussi intéressant qu'on puisse avoir tous ces acteurs en même temps sur le même site. La troisième perspective, c'est vraiment de travailler sur la partie d'étendre la partie réalité virtuelle à l'aspect. Alors, est-ce que je suis toujours déconnecté, excusez-moi. Donc, du coup, je vais me rapprocher là-bas pour savoir si je suis toujours connecté. Du coup, l'idée, c'est quand même, je disais, c'est d'utiliser la réalité virtuelle, non plus uniquement pour le jeu. C'est bon, je suis toujours en ligne ? Ouais, bon, super. Donc, c'est de ne pas utiliser la réalité virtuelle uniquement pour la partie jeu et pour la partie serious game, mais aussi pour la partie aide à la décision, donc pour la partie pilotage de Rio. Aujourd'hui, on voit que Rio, c'est un outil cartographique, mais on pourrait également être en réalité virtuelle, disposer d'un masque, d'un casque de VR et avoir peut-être des interfaces différentes, une manipulation différente. Donc ça, c'est la troisième perspective vers laquelle on s'oriente. Et puis la quatrième, c'est sur la partie maître du jeu. On a vu que c'est également une interface, c'est une carte vue de haut. Et l'activité de Romain en particulier, que vous avez vu, c'est l'utilisation de la réalité augmentée. Et essayer d'avoir un site qu'on puisse voir en réalité augmentée, autour duquel on puisse circuler pour mieux positionner les feux, pour mieux voir ce que les acteurs sont en train de faire. Et la réalité augmentée, pour ça, pour nous, nous semble un outil avec pas mal de perspectives. Donc voilà sur les 4 perspectives que je voulais mentionner. Avant qu'on passe aux questions, je vais passer la parole à Benoît Montreuil de Georgia Tech pour qu'il puisse commenter un petit peu, puis nous donner un petit peu quelques informations sur le laboratoire Sirène aussi, laboratoire associé sur lequel on travaille. Je vais donc couper ma caméra et couper mon micro. Normalement, Benoît doit pouvoir activer sa caméra et activer son micro pour qu'on puisse basculer de l'un à l'autre. Fais-moi signe, Benoît, si tu y parviens. Je vois que Benoît est connecté. On va voir s'il parvient à faire le basculement. Et puis ensuite, on passera à la séance de questions, si jamais il y a des questions ou des points que vous voulez rediscuter. Alors, Benoît me dit sur mon téléphone qu'il n'est pas sûr d'être connecté à la partie vidéo. Écoute, Benoît, tu peux prendre la parole quand tu veux. Quand je verrai que tu actives ta caméra ou ton micro, je couperai les miens. En attendant, pour qu'on puisse avancer, je vais
donc, vous ouvrez l'espace questions. Donc, normalement, vous allez voir, si je ne fais pas de bêtises, que vous pouvez taper vos questions, donc poser vos questions en cliquant sur le petit icône question point d'interrogation ou bien commenter avec juste la petite bulle orange. Donc, je vais voir donc vos questions s'activer et puis on va voir derrière comment est-ce que tout ça, enfin si vous avez des remarques. Alors, je vois déjà qu'il y a une question de Nada à laquelle je vais essayer de répondre. Hop. Alors, il y avait plusieurs questions, donc je vais commencer par activer celle-ci. Est-ce que vous utilisez les systèmes multi-agents pour la planification et la gestion des tâches? Donc non, aujourd'hui, les agents qu'on a, qui nous servent essentiellement pour jouer, donc c'est en particulier le travail qu'a réalisé David Panzoli de Champollion, c'est pour réaliser les personnages non joueurs, c'est-à-dire ceux qui évacuent et ceux qui sont sensibles à l'alarme, etc., puis qui ont une activité de tâche de fond. Par contre, pour la planification, nous, ce qu'on a utilisé, c'est qu'on a une base de connaissances, tu connais bien ça, Nada, je vais partir, voilà, et qui nous sert de référence. Et donc, tous les éléments qu'on rencontre sont connectés à la base de connaissances, que ce soit les problèmes ou les ressources, et on les sélectionne comme ça, et ensuite on les agence en fonction des priorités des problèmes rencontrés. Voilà à quoi ressemble la base de connaissances, c'est-à-dire on a ici les différents concepts qui sont connectés et que la base de connaissances utilise pour donner du sens aux événements qu'on rencontre en les connectant à ces événements-là. Voilà. Ensuite, on avait une question sur la base de connaissances, c'est fait. Sur la base de connaissances. Ensuite, comment sont spécifiés les rôles, les acteurs, les tâches, les événements? Alors, ça fait beaucoup de questions. Comment sont spécifiés les rôles? Alors, on a un certain nombre d'acteurs, nous, qu'on caractérise en amont, en disant, ben voilà, un pompier, voilà ses compétences. Donc, vous voyez, j'ai à nouveau, beaucoup plus vite que moi, a mis à l'écran. Donc, vous voyez, sous la forme de... J'ai plusieurs acteurs et on a leurs compétences, ce qu'ils savent faire. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait en amont, en disant, ben voilà, l'ensemble des capacités, des compétences de nos acteurs. Les tâches sont, comme je l'ai dit, héritées de la base de connaissances. On essaie de les mapper avec ces compétences-là. Et puis, le processus est fait sur une base de, je l'ai dit, on essaie de répondre aux questions, aux événements rencontrés avec ces capacités-là, et on les priorise, et on les parallélise pour ne pas surcharger les acteurs. C'est une question de gestion. Je crois que Benoît est arrivé, donc j'interromps la partie de questions pour passer la parole à Benoît. Benoît, tu es en ligne? Je ne sais pas si Benoît m'entend. Benoît, je te passe la parole, évidemment, tu es en ligne. Bon, maintenant que Benoît prenne la parole, je vais continuer sur les questions. Comment le scénario est-il gouverné? Le scénario est gouverné, vous avez vu, par Alexis. C'est Alexis qui, quand il veut, rajoute des incendies. Il a un certain nombre d'actions qu'il peut réaliser. Donc c'est lui qui gère l'avancement des événements. Ensuite, la partie opérationnelle du scénario, c'est les acteurs qui, lorsqu'ils notifient les tâches qui sont réalisées, font avancer le processus qui a été construit en disant j'ai fait cette tâche, et donc le processus, le token, le jeton avance d'une case puisque cette tâche a été réalisée. Ensuite, comptez-vous faire un récapitulatif de la démonstration? Non, par contre, c'est un peu brutal comme réponse, mais en fait, toute la vidéo de cette présentation sera en ligne sur YouTube, ainsi qu'une version en anglais. Donc il y a également une version en anglais qu'on va tourner, qu'on va mettre en ligne pour que on puisse montrer cette vidéo. Ensuite,
quelle est la perception pour la phase immersion du décideur afin d'effectuer les actions amélioratives et de savoir leurs conséquences. Alors, le décideur, aujourd'hui, il n'a pas d'immersion, puisque, comme vous l'avez vu, le décideur, c'était Audrey et Aurélie dans la cellule de crise. Leur immersion, elle, c'est juste d'être en face de l'outil Rio Suite et de voir l'avancement du processus. Donc, il n'y a pas d'immersion du décideur. Il y avait l'immersion que des acteurs. En revanche, Aurélie, qui est une des deux personnes dans la cellule de crise, travaille, son sujet de thèse, c'est justement sur l'immersion du décideur. C'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le décideur, donc la personne qui est en gestion de crise, puisse avoir une vue qui lui permette d'avoir une meilleure vision de l'avancement. Bonjour, c'est Benoît. Ah, Benoît est là. Je te passe la parole, Benoît. Ta caméra n'est pas activée, mais on t'entend. Tu m'entends, Benoît? Je vais juste lui envoyer un... Excusez-moi pour l'interruption, je vais juste lui dire qu'on l'entend. Mais visiblement, il ne nous entend pas. Question suivante. Avez-vous évalué, avez-vous évalué les performances d'apprentissage en comparaison avec une simulation réelle? C'est une très bonne question et c'est une question assez importante. Pas encore, je dois reconnaître que pas encore. Le laboratoire commun a qu'1 an. Donc on a fait un premier exercice, une première simulation dans une station de métro en novembre. Là, ça, c'est la deuxième que vous avez vue. On espère en faire une troisième de plus grande envergure encore, probablement sur le centre-ville d'Albi, on ne sait pas encore. Mais ce qui est important, c'est que, effectivement, aujourd'hui, on est uniquement sur les suppositions sur la façon dont l'apprentissage va être meilleur. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, un exercice, c'est compliqué en grandeur réelle. C'est compliqué parce que ça immobilise la moitié de l'entreprise, si ce n'est toute l'entreprise ou tout le site, parce qu'il faut imaginer les choses, parce que si on dit qu'il y a le feu et qu'on a posé 3 bouts de papier par terre, il faut l'imaginer, parce qu'il faut pouvoir contacter tout le monde, etc., faire intervenir tous les acteurs concernés. Donc c'est compliqué en grandeur réelle. On pense que la VR va avoir beaucoup plus de portée pour ça. Benoît, je te passe la parole quand tu veux, parce qu'on t'entend. Donc c'est toi qui me dis. Ensuite, les acteurs avec masque peuvent-ils aller où ils veulent et comment se parlent-ils? Donc oui, les acteurs en VR pouvaient aller où ils voulaient dans l'espace du bâtiment. Ils pouvaient aller exactement tout à fait là où ils voulaient. Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent se parler? Là, aujourd'hui, on n'avait pas mis normalement, on a un canal audio, on en a même plusieurs. On a un canal audio qui est fonction de la distance, c'est-à-dire que plus on est proche, plus on s'entend. Et on a un deuxième canal audio pour simuler une radio. Donc, pour que tous ceux qui soient sur ce canal puissent s'entendre, peu importe leur distance. Donc, il y en a un qui nous fait la géolocalisation, enfin le son en géolocalisation, et l'autre qui nous fait le son en fonction d'une connexion radio. Aujourd'hui, on l'a pas fait, on a utilisé des talkie-walkie pour que ce soit plus parlant, pour qu'on entende aussi les gens. Mais ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc oui, ils vont où ils veulent dans l'espace, et ils se parlent à travers ce mécanisme-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, j'espère que je dois sûrement rater. Est-ce que... ça, j'ai répondu. Les acteurs avec masque, peut-on... Hervé Pingot, ça me fait très plaisir que tu sois là, Hervé. Peut-on anticiper... Alors, je vais le transformer en question, parce que ce n'était pas une question. Hervé, ce n'est pas toujours le roi de la techno. Du coup, je l'ai dans les questions. Alors oui, donc j'ai sauté des questions, du coup, mince. Non, c'est celle-là, c'est bien celle-là. Peut-on anticiper des potentiels, avec un S, conflits entre les décisions prises au fil du temps, surtout si la décision est partagée dans une organisation non purement hiérarchique? Alors, merci Hervé pour cette question. Oui, alors on a essayé de travailler un tout petit peu là-dessus, mais c'est vraiment un début. C'est aussi parce qu'on travaille avec des collègues de sciences sociales qui vont nous accompagner un peu là-dessus. Mais c'est vrai que ce qu'on peut voir, c'est que les acteurs sur site peuvent... dans ce schéma-là, on n'exploite pas assez ni leur initiative, ni leur connaissance en termes d'information et de ce qu'ils voient sur le terrain. Donc, c'est à ce niveau-là, pour l'instant, qu'on s'intéresse au conflit entre
moi je suis sur place et j'ai envie de faire ça parce que c'est urgent et ce que le système me dit. Alors évidemment, on a tout le conflit entre le maximum local et le maximum global, mais aujourd'hui, notre point, plutôt que toi, tu parles des organisations non purement hiérarchiques, on n'est pas allé vraiment là-dessus. Par contre, le conflit de la décision sur site et de la décision dans la cellule de crise, oui, ça, on essaie de l'adresser. Ensuite, quel type d'applications du quotidien autres qu'incendie sont visées? Alors, pour l'instant, l'incendie a le grand intérêt qu'il est facilement visualisable. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Mais on aimerait bien partir sur un terroriste, c'est-à-dire une personne qui, un tireur, voilà, un tireur en particulier dans un établissement universitaire ou un établissement recevant du public, parce que ça a c'est intéressant de le faire jouer par un humain, mais c'est aussi intéressant de définir un comportement standard, parce que les universités américaines et les shootings nous ont appris que ce sont les acteurs qui, en général, ont un comportement assez standard, c'est-à-dire qu'ils avancent assez lentement et ne tirent que sur des mouvements et vont rarement achever leurs victimes, etc. Donc c'est quelque chose qui est aussi implémentable et qui pourrait être intéressant de jouer pour voir l'intervention, la gestion l'apprentissage des victimes, se cacher, etc., etc. Donc ça, c'est une de nos prochains sujets. Est-ce que Benoît est en ligne? Enfin oui, mais on ne nous entend pas. Ensuite, la question des apprentissages est importante. Il peut y avoir des impacts liés au profil utilisateur. Vous regardez cette variable. Non. Pour l'instant, on n'est pas allé jusque-là, puisque bien sûr, je suis tout à fait d'accord, on en est conscient. Aujourd'hui, on veut juste montrer le potentiel du travail. Il faut rappeler que ça a commencé en mars 2019. Donc aujourd'hui, tous les acteurs que vous avez vus, Romain, Sina, Manon, Thibaut, Marlène, sont des gens qu'on a, entre guillemets, entraînés, qui sont entraînés sur ces plateformes pour essayer de s'en servir et pour voir comment ça fonctionne. Donc effectivement, on n'est pas encore allé sur la qualité de l'apprentissage. Peut-on anticiper les potentiels? Alors ça, là, j'ai répondu. Les acteurs avec masque, j'ai répondu aussi. On a vu un commentaire sur une action qui aurait dû être faite, s'assurer que l'objet que l'on souhaite. Exactement, tout à fait. Et je vais vous dire, c'est tellement vrai que dans la version qu'on va faire en anglais, on va le corriger. Donc vous verrez la version qu'on va mettre en ligne en anglais, on va le corriger, parce que c'est tout à fait exact. C'est pas la première personne à me le dire. Comment ce constat peut-il être repris pour les spécifications de tâches a posteriori? Alors, ça, c'est une question de granularité de la tâche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tâches sont très grosses, entre guillemets, elles sont de haut niveau. C'est-à-dire que la tâche, c'était aller éteindre le feu, aller chercher la bonbonne de gaz. Aujourd'hui, Rio Suite permet d'avoir une granularité beaucoup plus fine, avec des détails beaucoup plus fins. Là, on tombe exactement sur la question de l'expertise de l'acteur à qui on confie la tâche. Plus l'acteur est expert, plus on peut lui confier une grosse tâche. C'est-à-dire que si je dis à un pompier va éteindre le feu, il se débrouille en termes de matériel, en termes de nature de feu, etc. Si jamais c'est moi qui n'y connais rien, il va falloir me donner des détails. Il va falloir me dire, tu prends tel extincteur, quand tu arrives devant, tu poses ta main à proximité de la porte pour voir si c'est chaud, tu fais ceci, c'est cela. Je n'ai pas la procédure en tête. Donc il faut que le processus et donc les tâches que Rio Suite fait réaliser soient plus fines en fonction de l'expertise de l'acteur. Donc pour nous, la piste importante concernant la façon dont on va reprendre les spécifications pour les tâches, ça va être vraiment le niveau d'expertise de l'acteur, ce qui va déterminer la granularité de la tâche qu'on lui confie. Alors, je ne sais pas si j'arrive à la fin. On a vu un commentaire. Oh, alors là, il y a une question qui n'était pas questionnée. Donc, Florian Larue, merci de votre intérêt. Joseph. Tout à fait, voilà, les points que vous soulevez, Joseph, c'est vous qui avez été le premier à soulever l'idée de poser la main, apprendre à parler clairement avec une radio, etc. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut s'entraîner. Ce qu'on dit, nous, c'est que si ça nécessite de l'entraînement, s'entraîner avec ces outils-là, c'est pas plus mal que de s'entraîner en grandeur réelle où c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Là, on peut le répéter 1000 fois, on peut modifier le scénario comme on veut, Alexis peut en mettre un feu, pas en mettre, etc. etc. Donc c'est ça l'intérêt pour nous. Alors, je mets la question de Pascal, si j'y arrive. Où est-ce qu'elle est la question de Pascal? C'est celle-là.
Aujourd'hui, vous présentez un scénario avec des humains. Peut-on envisager des scénarios plus abstraits avec des composants fonctionnels d'entreprise, par exemple, qui auraient bien sûr des capacités de des actions possibles? Oui. Alors, c'est-à-dire que l'avantage du processus, l'avantage de passer par Rio Suite qui construit un processus, c'est que, évidemment, ce processus peut être transformé en workflow, c'est-à-dire qu'on peut avoir des tâches qui sont notifiées à des humains, comme on l'a vu au travers de leur tablette où ils reçoivent un message, mais on pourrait avoir l'activation d'un outil. Alors, je le dis, si jamais il y avait un système automatique d'arrosage, on pourrait le déclencher manuellement. En général, il se déclenche automatiquement, mais c'est pour un exemple. Je pourrais déclencher une machine-outil, je pourrais déclencher une porte, je pourrais déclencher tout un tas de choses, pourvu que j'ai un protocole de communication entre Rio Suite qui est basé sur une architecture anti-service et sur des web services. Donc, on va avoir cet intérêt-là dans la façon dont c'est construit techniquement. On va avoir cet avantage-là. Mais voilà, ce serait ça l'intérêt. Donc oui, la réponse c'est oui. Des composants fonctionnels d'entreprise, si j'ai bien compris. Une question. Hop. Comptez-vous incorporer des situations d'incertitude et de surprise dans vos scénarios, ceux-ci sont planifiés de bout en bout? Là, vous voyez, on a quand même intégré les éléments de surprise en rajoutant la personne coincée, en rajoutant la bonbonne de gaz. Et puis surtout, là, c'est les éléments de surprise, mais ils sont planifiés. Donc c'est là où vous avez raison. En revanche, là où on travaille vraiment sur la surprise, c'est dans la présence du rôle du maître du jeu. C'est-à-dire que le maître du jeu, on l'a vu un peu avec la prestation d'Alexis tout à l'heure, et on le verra encore mieux quand il sera en réalité augmentée, peut faire ce qu'il veut à tout moment. Il peut décider, ah non, ça se passe trop bien, je leur rajoute un feu, ah non, ça se passe trop bien, je vais leur mettre une victime à tel endroit, ou ah non, c'est compliqué, je vais leur déverrouiller cette porte, etc. Donc on a cette possibilité de gestion de la situation par l'intermédiaire du maître du jeu. Voilà, ensuite, donc ça c'est fait. Celle-là. Est-il possible, en cellule de crise, d'insérer manuellement des consignes opérationnelles aux acteurs, éventuellement non conformes aux consignes de Rio Suite? Oui. Monsieur Dulot, enchanté que vous soyez là. Alors, oui, parce qu'on a vu que pour Rio Suite, ce qu'on pouvait faire, je vais retourner voir, mais ce qu'on pouvait faire, c'est déjà qu'on pouvait rajouter des éléments relatifs à la situation de crise en temps réel. Donc là, c'est ce qui nous a permis de construire en temps réel, d'intégrer les informations que Manon connectait de Marlène, c'est-à-dire les informations sur il y a une personne coincée, il y a ceci, il y a cela, donc on peut les rajouter, mais on peut aussi modifier le processus à la main. C'est-à-dire qu'au-delà de modifier la situation, donc au-delà de changer la vue de la situation, regardez, si je bascule et je passe sur du processus, on va voir que voilà, là, Audrey, elle est en train de rajouter des tâches, elle est en train de le modifier manuellement, de rajouter des éléments pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. Elle peut en supprimer, elle peut reboucler avec ce qu'elle veut, etc. Donc là, elle modifie manuellement le processus pour répondre à la situation rencontrée si jamais les humains veulent prendre le dessus, ce qui est quand même plutôt un type d'outil. Ensuite, alors, quelles sont les barrières à l'entrée de cette solution? Alors ça, c'est une bonne question, Monsieur Koch, je vous remercie de l'avoir posée. Les barrières, alors, il y en a plusieurs, je vais essayer de ne pas être trop long parce que c'est un peu notre... globalement, le problème, c'est aujourd'hui, est-ce que les cellules de crise, alors je vais le dire assez crûment, mais est-ce que les cellules de crise ont envie de s'équiper de ce genre d'outils? Est-ce que la modernisation de la cellule de crise passe par ce type d'outils? Est-ce qu'on est prêt à abandonner une partie de sa, je vais dire des gros mots, mais de sa zone de pouvoir ou de sa zone de confort pour ce type d'apprentissage? Est-ce que les industriels sont prêts à travailler sur ce genre d'outils et sur leur industrialisation? Et est-ce que les forces publiques et les institutions auront les budgets pour les acheter? Voilà, donc on a tout un tas de questions comme ça à se poser là-dessus pour franchir ce retard. Mais globalement, il nous semble, nous, assez clair que la modernisation de la gestion de crise, elle est assez incontournable parce que la gestion de crise, même si c'est quelque chose de ponctuel, c'est quand même quelque chose de plus en plus fréquent et surtout de plus en plus globalisé. La société humaine est suffisamment optimisée pour qu'on n'ait plus d'amortisseurs, on n'ait plus de facteurs d'amortissement. Du coup, toutes les répercussions des moindres problèmes sont beaucoup plus denses que ce qu'ils l'étaient il y a un certain temps.
Ensuite, mal de simulateur, perte de repère de l'utilisateur. Alors, on s'est beaucoup inquiété de ça, nous, au début, parce qu'on n'est pas du tout des gamers ou des fous de ça. Et on a eu, enfin, je ne me souviens pas qu'on ait eu le moindre cas de personnes qui étaient mal à l'aise ou qui avaient dû quitter. Je me tourne vers nos amis acteurs là devant moi. Est-ce que on n'a pas eu de à l'écran. Est-ce qu'on a eu, est-ce qu'il y en a un certain d'entre vous qui ont ressenti, je sais pas, mal de simulateur, mal au cœur, perte de repères dans les jeux? Non. Bon voilà, donc c'est pas un échantillon représentatif évidemment des gens qui étaient formés à ça et on n'a pas eu ce genre de situation à vivre. Je reviens sur les questions. Ben, je crois que j'ai traité toutes les questions. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ce qui est sûr et ce qui est important pour nous, c'était de vous montrer ces résultats, de vous parler des perspectives. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent revoir une partie des scènes qu'on peut vous filmer, là, vous montrer en direct. Hein, vous avez vu que tout le monde est sur le pont pour voir ça. Alors, je vais répondre. Il y a une nouvelle question, donc je vais y répondre. Hop. Comment peut-on collaborer avec vous sur d'autres scénarios? Eh bien, il suffit de nous écrire par mail. Et puis, de toute façon, on doit travailler sur les prochains scénarios. On doit travailler avec le SDIS du Tarn, probablement avec la préfecture du Tarn aussi sur la partie terroriste. On travaille beaucoup avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Écologie dans le cadre de projets. On est tout à fait ouvert à la collaboration. Au contraire, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas l'expertise métier. On ne va pas se mentir, on n'a pas cette expertise métier. On a besoin des acteurs institutionnels, de leurs connaissances, de leurs besoins, de leur formation. C'est aussi pour ça qu'on travaille depuis si longtemps avec le CEREMA et Hélène Dolidon, que j'ai vu qui était connectée, qui nous apporte toujours son expertise là-dessus. Donc voilà, il suffit de nous... Envoyez-moi un mail à frédéric.benaben@minalbi.fr et puis si peut-être que Justine peut mettre mon adresse mail, ou Justine ou Charline peuvent mettre mon adresse mail dans le chat. On va vous mettre aussi les liens vers les vidéos, donc la vidéo en français et puis on vous mettra la vidéo en anglais. Donc voilà, donc au plaisir de collaborer vraiment sur ces sujets-là. Je reviens. Question de Dominique Verdigeau. Bonjour Dominique. Dispose-t-on des retours vidéo virtuels des caméras portées par les personnes sur le terrain pour informer la cellule de crise? Alors, non, parce qu'il faut se dire que là, les acteurs en réalité virtuelle ne sont pas censés être des acteurs réels portant des caméras. C'est pas ça qu'on essaie de simuler. Ça serait une option, ça serait intéressant de dire, du coup, faisons comme si nos acteurs avaient une caméra et du coup, transmettons les flux vidéo à la cellule de crise pour des raisons de réseau et puis pour des raisons de crédibilité. Pour l'instant, c'est pas orienté là-dessus. Donc, tout ce que vous voyez sur les acteurs de réalité virtuelle, c'est juste pour représenter les acteurs réels. Donc, ils n'auraient pas de caméra. On voit juste leur fonctionnement. Alors, Jean-Baptiste, alors merci Claude Pourcel pour les félicitations. Collaborez-vous avec des ASC? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un ASC. J'ai presque honte de poser cette question, mais pourriez-vous détailler un peu mieux la question? En même temps, je me dis que si jamais je ne connais pas ce que c'est des ASC, il y a peu de chances qu'on travaille avec des ASC. Sinon, je devrais le savoir. Association de sécurité civile. Alors non, enfin oui, on travaille avec, comme je l'ai dit, on a beaucoup travaillé avec le SDIS du Tarn depuis toujours, par l'intermédiaire du colonel Dulot, de Florent Courret, enfin du commandant Courret, qui n'était plus le commandant d'ailleurs, pas que je dise des bêtises, surtout s'il est connecté. Et puis avec le ministère de l'Intérieur, avec il y a Olivier Galichet, je crois, j'ai vu qu'il était connecté, Christian Després, mais pas des associations de sécurité civile à proprement parler, voilà, au-delà de ces acteurs-là que je viens de mentionner. Ensuite, est-ce qu'on a autre chose? Sinon, je vais arrêter la démo. Alors là, je suis désolé, on n'a pas pu avoir Benoît Montreuil. Il y avait visiblement des soucis de connexion. J'espère que la démo vous a plu. Ce que je vais faire, c'est que pour terminer, je vais
vous laisser avec... on va jouer une dernière vidéo. Alors voilà, vous avez mon adresse mail dans les... Merci Lionel. Dans le chat, ainsi que les liens vers le site du centre et les vidéos. N'hésitez pas à nous envoyer des mails pour les questions. Je peux avoir répondu complètement à côté ou avoir mal compris. C'est une sorte de spécialité quand même. Et donc, ce que je vous propose, c'est, pour finir, je vais vous lancer une vidéo qui est la vidéo d'une entreprise incubée à IMT Minalbi qui travaille sur quelque chose de très pointu et très lié à ce qu'on vient de présenter. Et donc, François Charat travaille là-dessus et son sujet, c'est vraiment d'essayer d'apporter en direct aux acteurs de la gestion de crise une visualisation en réalité augmentée, réalité virtuelle, à partir de drones qui font de la captation et qui projettent la captation sur un modèle de type BIM, un modèle 3D du site. Donc, je vais vous lancer cette vidéo. J'en profite juste pour remercier Jean-Pierre Bourré, que je vois, qui nous suit depuis très longtemps, et je le remercie. Donc, je vais vous lancer cette vidéo, si j'y arrive. Voilà. Et puis, je vous remercie vraiment à tous d'être venus. On a tenté ce truc-là. On a beaucoup travaillé pour ça. Vraiment, je voudrais vraiment remercier tout d'abord Alexis Evin, qui a fait un travail de malade pour arriver à ça, avec l'aide de Sébastien Rebière. Ils ont vraiment beaucoup bossé. Toute l'équipe Rio Suite, en particulier Nicolas Saladjé et Audrey, qui ont beaucoup travaillé. Et puis tous les acteurs que vous avez vus qui se sont prêtés au jeu pour venir chausser les casques. Romain Salvan, Sina Namaki Yaragui, Manon Grest, Marlène Boval, Thibaut Serrabona. J'espère que j'oublie personne. Vite, dites-moi si j'en oublie. Aurélie Congès, bien sûr. Congès, je l'ai oublié. Alors, très bien, merci beaucoup à tous. Et donc, je vous lance la vidéo de François. J'espère sera à la hauteur. Je remercie aussi Benoît, je vois qu'il nous laisse un message. On est très fiers aussi de cette collaboration et on espère qu'on va développer des super trucs dans les années à venir. Et on n'en doute pas. Voilà la vidéo de François. Vraiment, c'est impressionnant. Donc, je vous propose de la regarder et n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Merci à tous et à toutes d'avoir participé, d'avoir assisté à cette présentation. Drone for Future. In collaboration with Institute Mean Telecom. Present. An innovative technological solution for emergency, security, and crisis management services. InView System. A real-time indoor building radiography tool informing the operation commander about the in-situ crisis situation. InView System has three major components. The basic component is a pre-constructed building information model. And the system core component is an autonomous thermography artificial intelligence platform. And the front-end component navigation and zooming tool which produces a visual representation of the building radiography to the user. As a basic component for our system we need pre-constructed building information model, BIM, of the building that we will indoor telemonitor in the case of crisis. In crisis situation, like a fire in the building, the alarm system will be triggered. An autonomous drone will take off. A normal and thermal scanning will be applied. And real-time object recognition will be effectuated. Then our system will enter into a speed multiple information processing stages to provide localization, avatarization, mapping, and tracking for the detected objects. After short time of information processing, the user will be able to remotely navigate through the building in a transparent way, using virtual
augmented and mixed reality techniques. For further information, contact us. InView. Solution for crisis response.